Ok. Donc, le menu aujourd'hui, c'est très brièvement le cadre légal en ce qui concerne l'éveil aux langues, la structure du programme, puisque c'est bien l'objet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le programme. J'espère que vous l'avez bien en papier devant vous, dans le volume 2, les pages orange consacrées à l'éveil aux langues, donc à partir de la page 129. On va faire un focus sur 3 compétences que vous allez être invités à lire et pour lesquelles on va plus particulièrement donner des exemples et vous donner aussi des ressources pour que vous puissiez aller plus loin parce qu'évidemment, en 1h30, on va balayer le domaine. On ne peut pas vous donner une formation complète, full complète en 1h30. Mais en tout cas, l'objectif, c'est que vous ayez bien en tête la structure du programme et ce que vous devez apprendre aux enfants et aussi des ressources pour aller plus loin par la suite. Alors, au niveau du cadre légal, ce qui est important à souligner, c'est que l'éveil aux langues, ce n'est pas une zine qu'a piqué la Fédération Wallonie-Bruxelles. On pourrait penser dans les écoles, mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore sorti là au ministère? Alors, en fait, ils ont pris cette décision parce qu'au niveau européen, il y a vraiment une volonté du Conseil de l'Europe de développer le plurilinguisme chez les citoyens, donc la capacité à communiquer dans plusieurs langues. Et donc, un moyen pour y arriver, évidemment, c'est de commencer l'éducation aux langues dès le plus jeune âge, ce qui se développe dans tous les pays d'Europe, vraiment, et d'ailleurs, pas que dans les pays d'Europe, dans les pays du monde. Il y a des activités maintenant d'éveil aux langues dans des classes au Japon, au Canada, évidemment, aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui se déploie de manière très large. Et notre système scolaire, pour souligner sa force cette fois, est quand même un des seuls qui l'a mis vraiment à la grille horaire des élèves, ce qui nous assure pour les enfants une certitude quelque part d'être vraiment ouvert à la diversité. Donc, il faut vraiment prendre ça dans un contexte global. Alors l'objectif c'est quoi? C'est qu'on a constaté qu'en fin de réto, appelons un chat, les jeunes terminent leur parcours scolaire avec un niveau en langue qui n'est pas satisfaisant par rapport au nombre d'heures de langue qui sont données. On le voit par exemple aux résultats du CE1D qui sont quand même inquiétants. Et une solution pour améliorer les compétences en langue et répondre aux exigences en parallèle du Conseil de l'Europe, c'est de commencer très tôt. Donc, vous voyez le parcours scolaire des élèves qui se colorait avant seulement en 5e primaire, sauf pour les communes à facilité pour Bruxelles, se colore maintenant dès l'école maternelle chez tous les enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec un éveil aux langues pendant 5 ans, voire 6 s'il y a la classe d'accueil, mais pendant toute la durée de l'école maternelle et la première et la 2e primaire. Le dessin est assez parlant. Le job en maternelle, c'est de vraiment mettre l'enfant dans des bonnes conditions pour le développement de la graine. Donc, c'est lui donner un terreau fertile, un terrain fertile pour qu'après, il ait envie d'apprendre les langues et qu'il ait déjà le goût des langues et certaines stratégies. Donc, ça, c'est vraiment ce qui se passe en maternelle. Alors, pour être un peu plus clair, la place de l'éveil aux langues, vous voyez 2 axes. À la verticale, le nombre de langues auxquelles on va exposer les enfants à l'école. Et à l'horizontale, c'est ce qu'on a comme ambition, ce qu'on veut qu'ils apprennent au niveau de la maîtrise. Vous voyez que le cours de seconde langue, les élèves ils sont exposés à une seule langue, c'est c'est néerlandais, anglais ou allemand. Mais on veut quand même que les enfants apprennent la langue. C'est-à-dire qu'en fin de 6e primaire, ils savent se présenter, ils ont quand même un certain lexique, ils ont appris des choses. Les élèves qui sont en immersion, on en parlait vendredi, on a une plus grande ambition pour eux, une seule langue aussi, le néerlandais ou l'anglais, mais ils vont aller plus loin dans cette langue que les élèves qui n'ont pas d'immersion, ce qui est normal vu le nombre d'heures de cours qu'ils ont dans la langue. La langue de scolarisation, donc le français, on voit qu'on est très loin sur l'axe et on aurait pu aller beaucoup plus loin si l'écran le permettait, parce que là, on a des très grandes ambitions. Les élèves, ils doivent maîtriser et approfondir la langue française. Le CEB, ça se passe en français. Le CE1D, CESS, en français. Et l'éveil aux langues, vous le voyez là tout au-dessus, a un statut tout à fait différent. L'élève est exposé à un très grand nombre de langues, mais on n'a aucune ambition d'apprentissage. Donc, dans les savoirs du programme, par exemple, vous ne verrez à aucun endroit l'enfant sait dire bonjour en 5 langues différentes. Non, on n'a aucune ambition à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout ça qu'on vise. Ce qui peut déjà vous rassurer sur le fait que vous ne devez pas connaître les langues puisque vous ne devez pas les apprendre à vos élèves, les enseigner. Donc, les missions de l'école dans le texte légal, c'est
Veiller à ce que chaque élève apprenne, maîtrise et approfondisse la langue de scolarisation. Et pour les autres langues, c'est développer l'intérêt des élèves pour la connaissance d'autres langues. Et l'éveil aux langues, vous le voyez dans les compétences du programme, c'est témoigner d'une ouverture à la diversité. Donc, on va s'intéresser à la diversité des langues et les utiliser pour communiquer. On le retrouve aussi dans le programme d'éveil aux langues, communiquer en l'absence de code linguistique commun. Donc ça, c'est vraiment le cadre légal. Alors, Claire, enfin j'ai retenu, je parle comme si je la connaissais, mais j'ai juste retenu ton prénom. C'est 50 minutes par semaine qui sont sécables. Et pourquoi sécables? Parce que l'idée, évidemment, au départ, c'est pas de donner à chaque classe 50 minutes d'éveil aux langues et puis c'est fait. C'est bien de persiller cet éveil aux langues tout au long de la semaine pour que ça devienne une culture de vie et que ça se mêle à la vie des classes. C'est pour ça que dans le code, il est prévu que cette période soit donnée par le titulaire de classe. Donc voilà, le PO doit veiller à ce que chaque élève ait 50 minutes d'éveil aux langues par semaine et la titulaire organise le travail. C'est comme ça que c'est écrit. Alors, je sais que certaines écoles font comme dans ton école et donnent les 50 minutes à une personne, mais du coup, effectivement, ça va demander une certaine adaptation. Ce n'est pas l'objectif de départ, en tout cas. Et les maternelles devaient commencer en septembre 2020 et les primaires, il y a eu un an de pause à cause du Covid, septembre 2022. Ce qui veut dire que vos élèves vont avoir 5 années de découverte et vous le savez, en 5 ans, les enfants, ils apprennent énormément de choses. Quand vous voyez le parcours qu'ils font en maths, en français, dans toutes les autres disciplines, alors même si ce ne sont que 50 minutes, c'est quand même un beau cadeau que le tronc commun offre aux enfants. Voilà. Pour le cadre légal, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce cadre légal ou des réactions dans la conversation. Les mains levées. Non, rien pour le moment. Rien pour le moment. OK. Donc, on va plonger dans la structure du programme. Donc, ce programme, c'est bien une spécificité du réseau. Vous avez toutes été formés au référentiel du ministère. L'année dernière ou l'année d'avant. Et dans le référentiel, il n'y a pas d'éveil aux langues. Il y a une demi-page qui vous dit effectivement que vous devez faire de l'éveil aux langues, mais il n'y a pas de compétences pour l'éveil aux langues. Il y a des balises quand même qui ont été éditées par le ministère qui sont sur enseignement.be avec là où il y a quand même des savoirs, des savoir-faire, des compétences qui vous donnent des balises. On a choisi au sein du réseau de donner une réelle place à l'éveil aux langues dans le programme pour 2 raisons. La première, c'est la conviction qu'on a que c'est une réelle plus-value pour les élèves et que c'est un réel tremplin vers l'enseignement et vers l'apprentissage des langues. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne pense pas raisonnable de demander à des enseignants de faire de l'éveil aux langues dans leur classe sans leur donner un programme, un outil qui leur permet de bien cerner ce qu'ils doivent apprendre aux élèves, pour après imaginer évidemment le comment apprendre. Mais ça nous semble une base pour pour travailler. Alors, vous le savez, page orange, etc. Quelles compétences en éveil aux langues? Alors, si on donne un grand chapeau, l'objectif, ça va être que les élèves en fin de 2e primaire aient bien cerné et bien appris que les langues, ça sert à communiquer et qu'il n'existe pas qu'une ou 2 ou 3 langues pour communiquer, qu'il existe énormément de langues. Et qu'en fait, ces langues, les gens les utilisent pour entrer en contact les uns avec les autres, soit oralement, soit par écrit. Donc ça, c'est ce que vous leur apprenez aussi, les 2 types de codes, on va dire l'oral et l'écrit, c'est ce que vous travaillez aussi en français. Alors, comme pour la langue française, on va travailler autour de schéma de la communication, il y a un message qui est émis et qui est reçu, mais on communique toujours à propos de quelque chose avec quelqu'un. Donc moi, pour l'instant, c'est moi qui suis émetteur du message, mais j'essaye quand même via Dominique, via Sophie, via le chat, d'avoir quand même une idée de la manière dont vous recevez le message pour qu'on soit quand même dans une co-construction. Avec les écrans, c'est un peu moins facile, mais voilà. Donc l'organisation, vous l'avez devant vous, vous avez la table des matières, 3 axes à travailler. Les langues servent à communiquer oralement, les langues, ça sert à communiquer par l'écrit et les langues, c'est un outil pour aller vers l'autre. C'est vraiment les 3 grands axes. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez les mêmes compétences. Donc, si vous êtes à la page 129,
vous voyez qu'il y a témoigner d'une ouverture à la diversité linguistique à l'oral et il y a témoigner d'une ouverture à la diversité linguistique à l'écrit et il y a témoigner d'une ouverture à la diversité linguistique et culturelle pour l'ouverture à l'autre. La seule compétence qu'on ne retrouve pas dans l'ouverture à l'autre, c'est la comparaison, parce qu'on ne va pas comparer des cultures, évidemment. Ça pourrait, voilà. Donc, mais les autres compétences sont les mêmes. Et c'est l'addition, en fait, de ces trois axes-là qui va faire que les enfants vont avoir un éveil aux langues riche et porteur pour la suite. Donc, forcément, dans un programme, on doit toujours mettre des numéros, 1, 2, 3. Je vais dire que c'est un peu aléatoire. On aurait pu mettre la culture au-dessus et puis la langue orale en dessous. Donc, il faut choisir. C'est pour ça qu'ici, on vous donne ce schéma-là pour vous montrer qu'il n'y a pas d'ordre pour travailler les choses, que c'est vraiment l'addition qui va faire la qualité du travail et de l'ouverture des élèves. Ça va toujours? Oui. C'est la même gymnastique qu'en français. Vous retrouvez aussi les mêmes compétences en fait dans les différents champs. Hein. Vous avez aussi voilà, la même compétence en parler, en écouter, etc. Donc, un focus sur 3 compétences. Alors ici, on les a changées d'ordre. Voilà. On va commencer par un focus sur l'ouverture à la diversité linguistique et culturelle. Puis, on fera un focus sur l'observation et la comparaison des langues à l'écrit. On a choisi cette compétence-là parce que des rencontres qu'on a eues avec vous sur le terrain, on a bien réalisé qu'au départ, pour l'éveil aux langues, c'était pas spontané pour vous d'aller vers l'écrit. Donc, je pense que c'est important de bien comprendre pourquoi on travaille aussi autour de l'écrit en éveil aux langues. Et la dernière sur laquelle on fera le focus, c'est communiquer en l'absence de code linguistique commun, mais la 1.3, donc à l'oral, oralement. Alors ici, je vous propose de plonger, voilà, vraiment dans le programme. On va vous laisser quelques minutes pour lire la page 147. Forcément la 146 aussi, mais c'est surtout sur la 147 que vous faites le focus parce qu'on va vous demander, tiens, dans les activités qu'on vous propose, qu'est-ce qui vous paraît faisable, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce que vous faites déjà pour travailler cette compétence. Donc voilà, je prends, je dirais, 3-4 minutes, ça suffit, c'est ce que j'ai remarqué lors du premier atelier. Et n'hésitez pas non plus à lire les balises qui sont quand même importantes et sur lesquelles on reviendra par la suite. Donc les balises à page 147. Voilà. Je vous laisse, je mets mon chrono, sinon je ne vois pas le temps passer, mais ça me paraît trop long. Bonne lecture.
Voilà. Alors, je vais vous demander de rebrancher là vos caméras et vos micros. Vous pouvez lever la main, il y a des émoticônes là dans la barre noire de Teams pour prendre la parole. Voilà, qu'on soit dans le dialogue, ça nous permettra d'avancer ensemble. Qu'est-ce qui vous paraît faisable dans ce que vous lisez là? Qu'est-ce qui vous paraît moins faisable? Qu'est-ce que vous faites déjà et que vous auriez envie de partager avec les autres? À vous la parole ou le chat ou voilà. Je sais pas si c'est là. Sophie, tu sais distribuer la parole parce que je vois pas moi. Ouais. Mais voilà. Il y a Laurence demande la parole. Vas-y. Oui, donc par rapport à ce qui est expliqué ici, en fin d'année passée, j'avais effectivement créé un livre avec les enfants. Donc ils avaient inventé eux-mêmes l'histoire, ils avaient fait les dessins et après on avait choisi quelques mots à traduire dans les langues des enfants de la classe. Pour certains, j'ai dû demander l'aide aux parents parce que bon, Internet, quand on fait la traduction, soit tu ne trouves pas, soit c'est pas tout à fait juste. Donc voilà. Et cette année, pour la rentrée, j'ai commencé les bonjours. Effectivement, on a fait un espèce d'arbre des bonjours en reprenant aussi les langues de la classe. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment le meilleur bagage linguistique sur lequel vous pouvez vous pencher. C'est évidemment les connaissances des élèves et de leurs parents. Donc ça, c'est vraiment le point de départ et c'est ce qu'on invite à apprendre vraiment comme démarrage. C'est un état des lieux des langues parlées dans la classe, dans l'école, parce que vous seriez étonnés. Il y a beaucoup de parents dont vous ignorez peut-être le fait qu'ils parlent d'autres langues. Quelqu'un d'autre sur ce qui vous paraît faisable ou ce qui vous freine aussi? On lève les freins ensemble. Élise? Oui, bonjour. Voilà, nous, en fait, en tout cas, beaucoup dans la classe, on invite les parents étrangers, entre guillemets, à venir raconter une histoire ou réaliser des recettes culinaires sur leur pays d'origine. Ok. Je voulais vous montrer justement, vous voyez mon ordi hein, là, c'est ça. Oui. C'est pas grave, comme ça vous voyez comment je recherche pour aller le plus vite possible. Mais si vous tapez parents volants sont une chance dans Google, vous tombez sur des affiches qui sont produites par Dulala, qui en fait expliquent aux parents la chance qu'ont leurs enfants à être dans un contexte bilingue, quelle que soit la langue, bilingue d'office, puisque la langue de l'école est le français si leur langue est différente. Et cette affiche existe dans 20 langues différentes. Donc, il y a quand même déjà pas mal de langues en magasin, j'ai envie de dire. Donc, si vous voulez donner cette affiche aux parents pour les encourager effectivement à venir à l'école, parce qu'on entend parfois que les parents sont un peu frileux, à venir effectivement voilà, à l'école ou en tout cas inviter leur enfant à dire de temps en temps un mot. Enfin, ça change en tout cas le statut de cette langue de la famille qui parfois est un peu caché, où les parents pensent que les enfants vont à l'école pour parler français et que donc il faut absolument parler que le français à l'école, etc. Donc c'est un bon outil. Voilà. Quelqu'un d'autre? Il y a 2 réflexions dans la conversation. Oui. Une de Claire qui dit « J'ai plein d'idées, mais avec les restrictions Covid, on ne sait pas les réaliser, puis restrictions budgétaires, etc. Moins faisable le blason, dit-elle. » Et un autre commentaire de Nita qui dit « La langue des signes peut être utilisée comme un éveil aux langues, point d'interrogation. » Oui, alors effectivement, les restrictions Covid pour les parents, en tout cas l'année passée, ça a été très très compliqué pour faire venir des parents dans l'école.
Enfin, voilà, peu d'écoles ont pu le faire d'ailleurs. Après cette année-ci, j'imagine que ça commence quand même à s'assouplir. Alors, l'idée du budget, bon, voilà, je pense que pour inviter les parents à raconter une histoire ou pour ça, il y a pas, c'est pas encore spécialement coûteux, donc je comprends pas trop par rapport l'interpellation par rapport au budget. Et la dernière chose, tu me disais, c'est, ah oui, le blason. Alors, le blason, c'est vrai que c'est peut-être plutôt pour les grands et en tout cas, ça doit se préparer avec la famille, quoi. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait en lien avec la famille, l'idée du blason. Et c'est vraiment pouvoir se raconter son histoire avec les langues et voir que finalement, l'enfant qui parle une langue, le français, ben, peut-être que quand même dans sa famille, il y a d'autres histoires quand même qui se rendent compte que quand il est parti en vacances, il a entendu d'autres langues ou que dans la ville, il entend parler d'autres langues. C'est vraiment un point de départ intéressant, mais il faut effectivement pas faire ça en première maternelle. Et la dernière interpellation dans la conversation, c'était quoi? Par rapport à la langue des signes. Ah oui, la langue des signes. Mais tout à fait, la langue des signes, c'est une langue voilà, comme une autre, j'ai envie de dire. Et donc, ouvrir à la diversité linguistique, c'est aussi amener les élèves à découvrir la langue des signes. On a travaillé d'ailleurs avec une école de Namur, qui est une école en immersion langue des signes, où il y a des enfants entendants avec des enfants malentendants et 2 enseignants, un en français, enfin oui, un qui parle, forcément l'autre c'est français aussi, mais, et un qui signe. Et ils ont fait une capsule qui s'appelle Montre-moi ta langue des signes, que vous trouverez sur la salle des profs. Et voilà, ce sont les enfants eux-mêmes qui apprennent à vos élèves certains mots en langue des signes. Donc, bien sûr, tout comme quand on va en parler tout à l'heure au niveau de l'écriture braille, ça fait aussi partie de la découverte des systèmes d'écriture qui existent dans le monde. Voilà. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure, la langue des signes, on en parle dans une des compétences qu'on va aborder ensemble. Alors, s'il n'y a plus d'interpellation par rapport à cette compétence-ci, je l'ai déjà dit, donc l'indispensable de faire l'inventaire des langues parlées. Dans les ressources qu'on vous donnera, il y a différents moyens de le faire, on vous donnera les ressources tout à l'heure. Et par rapport à cette compétence qui touche à la culture, voilà, il faut d'abord se dire qu'effectivement la diversité, elle est présente dans notre pays. Et si on prend l'exemple de Bruxelles, il y a 200 nationalités à Bruxelles, 180 langues, donc ce sont des mélanges maintenant, il y a une mobilité qui ne va pas diminuer au niveau des personnes. Et donc la vigilance qu'on donne, c'est celle qui est mise dans les balises sur la page de droite, c'est d'éviter des raccourcis qui associeraient directement un pays à une culture ou un pays à une langue, parce que c'est plus le cas. Aujourd'hui, on ne parle pas chinois en Chine, on parle chinois. J'ai reçu un mail de l'école de Louvain-la-Neuve, mais à Louvain-la-Neuve, à Gembloux, à Bruxelles, voilà, les langues, elles circulent, elles voyagent, et même si c'est vrai qu'on parle évidemment principalement le chinois en Chine, ça n'est plus la réalité du monde. Et vous soulignez aussi, comme vous le voyez, que comme pour les autres compétences, en éveil aux langues, on va travailler la proximité du monde de l'enfant. C'est-à-dire qu'en maternelle, on ne vous demande pas non plus de travailler autour du monde, c'est beaucoup trop abstrait pour les enfants. Donc, c'est d'abord découvrir la diversité autour de soi, dans sa classe, dans son école, dans son village, dans les familles, avant de partir au bout du monde. Alors, évidemment, s'il y a un élève de l'école qui est originaire d'un pays, je ne sais pas moi, qui vient de Pologne, alors là, évidemment, aller situer ce pays-là et faire un zoom particulier sur le pays d'origine, ça a du sens parce qu'on touche vraiment à l'identité des enfants. Donc là, on part vraiment dans les balises du programme et les balises du ministère d'ailleurs, qui sont de partir de la réalité linguistique des enfants qu'on a devant soi. Voilà, c'est pour ça que je fais une petite parenthèse par rapport à Tradanim, parce qu'il y avait cette question dans la conversation tout au début. C'est entre autres une des vigilances qu'on apporte par rapport à cet outil, c'est que il semble que parfois on va parler l'anglais en Angleterre et l'italien en Italie. Or, c'est pas voilà, l'ouverture à la diversité, ça dépasse de loin ça. Donc, il ne faudrait pas rester que là-dedans. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Il y avait un petit éclaircissement justement par rapport au budget, où Claire parle de Tradanim, justement Planisphère, MapMonde.
Donc, ce serait des budgets pour ne pas pouvoir acheter pour pouvoir acheter ce matériel-là, quoi. Bon, c'est vrai que Tradanim, c'est 239 € par classe pour une année. C'est pas, nous, on ne vend aucun outil. On peut juste avoir une petite réflexivité par rapport à ça. C'est comme pour tous les autres domaines. Vous avez tout à fait les compétences pour créer vous-même des leçons adaptées à vos élèves qui ne vous demanderaient pas un budget énorme. Alors, c'est sûr que pour faire de l'éveil aux langues, il faut au minimum commencer une bibliothèque plurilingue. Et là, il faut demander à la direction OPE de vous soutenir pour varier la littérature de jeunesse que vous avez dans l'école. Mais ce n'est pas nécessaire d'investir dans des planisphères ou dans du matériel cher pour faire de l'éveil aux langues. Voilà, sur le site de Dulala, donc comme mon écran est toujours partagé, je vous montre que la recherche est facile, D-U-L-A-L-A, Dulala. C'est la ressource, en tout cas, qui est la qualitative, qui n'a aucun cliché culturel ni aucun raccourci à ce niveau-là, qui est une organisation française qui fait un travail formidable autour de l'ouverture à la diversité linguistique. Donc, c'est vraiment les langues de chacun, une chance pour tous. Ça veut dire qu'effectivement, une classe n'est pas l'autre, une année n'est pas l'autre, une école n'est pas l'autre. On ne peut pas avoir un outil qui va être le même chaque semaine dans chaque classe de chaque école. Ça c'est pas pédagogiquement, c'est pas possible. Et donc ici, dans nos actions, vous avez des ressources. Et dans les ressources, vous allez trouver déjà énormément de ressources gratuites. Voilà, il y a les affiches dont je vous parlais, mais il y a aussi des jeux à télécharger qui sont... Voilà, les jeux, ils sont là. Hop, si vous cliquez sur jeux, vous allez arriver... Voilà, vous avez des jeux. Alors, il y a 2-3 jeux qu'ils vendent, mais c'est des jeux de cartes, c'est pas excessif. Et puis, tous ces jeux-ci sont des jeux qui sont à télécharger gratuitement. Ils vous donnent des idées pour faire des boîtes à histoire, on va en reparler, qui ne coûtent rien. Donc, il y a moyen de faire de l'éveil aux langues sans investir énormément. Voilà. Si vous n'avez plus d'interpellation par rapport à cette compétence-ci, je vous propose de partir sur la deuxième qui touche à l'écrit. Et donc, d'observer et comparer les langues à l'écrit, donc de plonger chacune. Je ne sais pas s'il y a des messieurs avec nous, mais dans la lecture de la page 143. Et de nouveau, je coupe mon micro et je vous laisse travailler quelques minutes. C'est ce que je disais vendredi aux enseignants, Sophie et Dominique. En vrai, on a du mal à faire taire les gens et en ligne. Oui, c'est vrai. C'est plus facile en ligne. Oui. Claire levait la main, mais je ne sais pas si c'est urgent.
Voilà, je regarde Sophie parce que c'est toi que je vois en médaillon, mais ça va au niveau du temps, je crois qu'on peut recommencer. Oui, oui. Ah ben, comme on n'a pas vu tout à l'heure la main de Claire, on peut peut-être, avant de replonger dans celle-ci, Claire, si tu voulais dire quelque chose. Non. Ah, tu ne sais, ça ne marche pas? On doit lire ce que tu as mis dans le chat. Elle dit, j'ai trouvé via les îles de paix un super matériel pédagogique fait pour les maternelles qui est gratuit si on va le chercher à oui et qui est payant si on nous le fait livrer. Ok, chouette. Ce sont des CD et des images pour des pays avec un dossier pédagogique et c'est super pour voir comment vivent les enfants dans ces pays, dit Claire. Ok, ben si tu as un lien, Claire, à partager dans la conversation, on accueille. Merci. Alors, par rapport à la langue, comme dit, de communication écrite, la comparaison et l'observation des langues, qu'est-ce qui vous paraît faisable? Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce que vous faites déjà? Je vous écoute. Je vous lis. On vous a perdu? J'ai levé la main, mais comme personne ne me dit que je peux Laurence parler. lève la main. Je ne sais pas si c'est Laurence qui parle. Oui, c'est moi, oui. Voilà. Oui, désolée, moi, c'est ma caméra qui ne fonctionne pas. Donc, ben, au niveau de l'écriture, ben, justement, avec les bonjours que j'ai commencé là, en septembre, bien effectivement, on a observé qu'en grec, en chinois, en japonais et en russe, il me semble, l'écriture n'était pas la même. On a un petit peu comparé et justement, bah, cette semaine-ci, je voulais voir avec eux s'ils arrivaient éventuellement à écrire bonjour en chinois, selon le modèle que je leur proposerais. Donc, voilà. Ok, et les enfants réagissent comment, du coup, face à ces écritures? Mais c'est encore difficile, je trouve. Ils se rendent pas encore tout à fait compte. Il y a une partie qui dit non, c'est pas la même chose. Il y en a d'autres qui disent ben oui, c'est la même chose. C'est encore difficile. Ok, merci. Les autres? Pas de main levée. Rien d'autre pour le moment. Ok, ça vous semble faisable? Vous y avez pensé à aller vers l'écrit? Ok. Donc, par rapport à cet écrit, ce qu'on vous propose comme première porte d'entrée, qui est en tout cas une porte très instinctive pour les enseignants, c'est de partir d'albums de jeunesse pour l'observation et la comparaison des langues. Alors, il existe une littérature jeunesse bilingue et plurilingue qui est vraiment intéressante à découvrir. Et on a fait pour vous une sélection d'albums qui est sur la salle des profs et qu'on doit d'ailleurs enrichir au fur et à mesure du temps. Et dans cette sélection d'albums, donc vous circulez, si vous allez sur la salle des profs, vous voyez, vous pouvez circuler avec les petites flèches qui sont sur le côté. Il y a des albums bilingues, donc écrits dans 2 langues, des albums plurilingues qui rassemblent plus de 2 langues dans le même livre, et aussi des albums qui sont complètement écrits en français, mais qui traitent de la diversité linguistique et culturelle. Donc faire de l'éveil aux langues et s'ouvrir à la culture, il y a la diversité culturelle, c'est pas forcément toujours dans une autre langue. On peut aussi avoir des discussions dans la langue de l'école à propos de ce sujet-là. Vous en présentez quelques-uns. Celui-là, je le passe parce qu'il est en rupture de stock. Alors, Emmeline qui voit tout, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un livre qui est en écriture pour les voyants et en écriture pour les non-voyants, donc en braille. Alors, celui-ci, il est un peu complexe, évidemment, pour vos élèves de maternelle, mais il existe dans la littérature jeunesse, de la littérature jeunesse pour enfants malvoyants. Et donc, ce sont des livres dans lesquels vous allez trouver d'une part l'écriture braille, mais d'autre part aussi au niveau du toucher, au niveau voilà, des textures. Ce sont des albums qui sont vraiment très très riches et que vous pouvez du coup découvrir avec vos élèves les yeux fermés. C'est autre chose que les petits canards tout doux qu'on touche dans nos livres pour voyants.
Alors, il y a des livres qui incluent des idéogrammes chinois dans l'histoire du même auteur, ici, Lisa Pressner. Il y en a un qui s'appelle Fleur de courgette. C'est une petite fille qui n'aime pas son prénom et qui part du coup vivre une petite aventure autour de ça. Et à la fin de l'histoire, vos élèves sont invités à inventer eux-mêmes un prénom en chinois, donc d'utiliser les idéogrammes, de comprendre que dans cette langue, c'est un mot, un signe, un mot, et pas des lettres pour former des mots. Donc voilà, ça vous permet d'explorer les systèmes d'écriture. Boo et les 3 ours. Alors là, vous allez voir avec les enfants des mots dans différentes langues et même des mots inventés, un peu comme dans Le Prince des mots tordus. Chaprouchka, je vous le conseille vraiment parce qu'il y a des liens en plus vers un livret pédagogique qui est très bien fait. Vous voyez que c'est de nouveau du Lala. Ils vendent des albums jeunesse. Donc, les albums, c'est vraiment l'occasion aussi d'observer les écritures avec les enfants. J'avance pour que vous puissiez voir, par exemple, ici, Zo, c'est un livre pour les tout petits qui parle des animaux. Et à chaque page, vous avez la phrase en français chaque fois et dans une autre langue. Ça permet aussi d'aller voir les ressemblances et les différences. Vous voyez, le crocodile, au crocodilo. Et les enfants, même assez rapidement, peuvent repérer en tout cas les ressemblances entre les langues. Et ici, on voit, c'est le même système d'écriture, le panda et le panda. Enfin, vous voyez l'idée. Et par exemple, celui-ci, c'est un livre tout simplement autour des je t'aime. Et il y a je t'aime dans chaque langue. Enfin, il y a un pays par lettre. Et à chaque fois, vous avez simplement le mot « je t'aime » écrit dans la langue et donc dans l'écriture du pays avec un fond, un dessin qui représente aussi les lieux. Ça, je verrai peut-être plus tard. Et je voulais vous montrer, oui, celui-ci pour la comparaison des écritures et l'observation des écritures, c'est « Bonjour Tortue ». C'est vraiment un petit livre tout simple, mais qui est écrit dans 11 langues différentes. Donc, ce sont des phrases toutes simples. Tortue prend une douche, vous l'avez dans les autres langues. Et à chaque page, c'est une phrase avec la même structure. Tortue met ses lunettes, tortue mange, etc. La tortue met ses lunettes, la tortue mange, etc. Et donc, ça vous permet, avec les enfants, les tout petits, simplement d'écouter dans d'autres langues. Et une fois qu'ils sont plus grands, vous pouvez aussi amener les élèves à retrouver le mot tortue dans chaque phrase, parce qu'ils vont tout de suite voir que c'est le premier mot et en comparant les phrases d'une page avec les phrases d'une autre page, ils vont pouvoir repérer les mots. Donc là, on est vraiment dans le travail de l'observation et la comparaison des langues, ce qui vous permet par ailleurs, au niveau du programme de français, vous êtes en train de travailler la compétence de lire, apprendre le code. Donc, ce n'est pas du travail qui vient en plus, c'est une autre manière de travailler la lecture. Bon, voilà, cette sélection, elle est sur la salle des profs, donc vous pouvez y aller quand bon vous semble. Voilà. Réaction, question? Ok, alors je vais profiter du fait qu'on est dans l'observation et la comparaison des langues pour vous présenter un concept théorique qui se trouve dans l'introduction, à la page 130. Alors, les introductions dans les programmes, c'est toujours peut-être moins gai à lire et c'est aussi complexe à rédiger parce qu'on doit finalement dire énormément de choses en très peu de pages. Et donc, cette interdépendance entre les langues, là, c'est juste un schéma et pourtant, c'est fondamental pour bien comprendre l'intérêt aussi de l'éveil aux langues dans les écoles. Alors, c'est un linguiste canadien qui s'appelle Jim Cummins qui a proposé ce modèle. Donc lui, son métier, c'est vraiment d'étudier comment les enfants apprennent leur langue maternelle et comment ils apprennent aussi les langues complémentaires. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met vraiment en avant les connexions qui existent entre les différentes langues. Pour cela, il propose un modèle qui est un modèle d'iceberg. Et donc, vous devez imaginer le triangle comme un iceberg, d'accord, avec une partie au-dessus de l'eau et une partie sous l'eau. Et en fait, la partie au-dessus de l'eau, c'est le message que vous entendez, par exemple, pour le moment. Et en dessous, ce sont les compétences cognitives et langagières que moi, j'active pour émettre le message. Quand il y a une seconde langue qui arrive, si vous regardez au-dessus de la ligne grise, vous voyez 2 langues très différentes, 2 icebergs différents. Alors que là, en dessous, ça clignote en vert parce qu'il y a des compétences communes.
Par exemple, si demain je veux apprendre à lire en russe, je vais devoir développer mon lexique russe parce que je n'y connais rien à part spasiba et encore, et je vais devoir apprendre l'alphabet russe. Mais je sais déjà lire et je vais avoir des compétences de lecteur que je vais pouvoir activer même dans une autre langue. C'est le cas pour énormément de compétences qui sont vraiment des compétences qui sont transversales d'une langue à l'autre. Et en fait, l'éveil aux langues va mettre en lumière toutes ces compétences qui sont communes aux langues, ce qui va faire que les enfants, au fur et à mesure des années d'éveil aux langues, vont comprendre que même s'ils ne connaissent qu'une seule langue, qui est la langue française, ils ont quand même déjà, en s'appuyant sur cette langue-là, des compétences pour comprendre et pour communiquer dans d'autres langues. Et ça, c'est vraiment fondamental pour l'apprentissage des langues après. Ça veut dire que les enfants sont déjà confiants dans leur capacité à comprendre et à communiquer dans d'autres langues. Si on prend un exemple, ici, je repars sur le russe. Je ne sais pas si quelqu'un sait lire en russe, mais je vais vous mettre une image de recette qui est écrite en russe. Et on va vous demander de quelle recette il s'agit. Est-ce que vous pouvez identifier le temps de préparation, le nombre de personnes pour lesquelles cette recette est prévue et ce que dit la dernière phrase. À vous. Allez-y, vous pouvez parler. Est-ce que je peux vous interrompre 2 minutes? Bien sûr. Vous êtes en train de me dire qu'il faut parler les langues, mais bon, on maîtrise le français seulement. Le reste des langues, je me vois mal lire un livre avec des écritures arabes, chinois, russes, espagnoles, italiennes, allemandes. Tout à fait. Alors, c'est avoir un accent abominable et... Voilà. Alors ça, c'est une très très bonne, très bonne question. Donc, effectivement, au niveau des livres, vous pouvez simplement là observer les écritures avec les enfants. Si vous voulez écouter le livre dans d'autres langues et que vous ne parlez pas ces langues, effectivement, il faut avoir des sources audio fiables. Donc, soit des locuteurs de ces langues-là, soit des sources audio que vous pouvez trouver en ligne. Comme mon écran est partagé, je vous montre toujours les petits accès faciles. Casenav livre. Et là, par exemple, pour vous montrer que ça existe, vous avez ici, par exemple, Bon appétit, Monsieur Lapin, en audio, en allemand, en arabe, en français, en chinois, en italien, en polonais, en russe, en turc. Et il y a pas mal de bouquins classiques sur ce site déjà. Vous voyez, Kalinours va à l'école, La brouille, La petite poule rousse, Les trois brigands, qui sont quand même des livres que vous exploitez régulièrement à l'école. Et nous sommes, nous aussi, au niveau du réseau, en train de développer une bibliothèque plurilingue à mettre en ligne avec des livres qui ont été choisis par des enseignantes de maternelle. Donc, il y a le loup qui voulait changer de couleur. Enfin, ce sont elles qui nous ont donné des titres qu'elles exploitaient régulièrement à l'école. Alors, pour répondre encore à votre question, évidemment, vous ne savez pas bien prononcer toutes les langues. Ça, c'est évident. Moi non plus. Ah oui. Et on a, en tant qu'adulte, en plus, toujours un peu ce rapport, j'ai envie de dire, un peu presque complexé aux langues. On a un petit peu peur de prononcer des mots dans d'autres langues si on ne parle pas bien. Et donc là, il faut bien identifier la compétence que vous êtes en train de travailler avec les élèves. Si vous voulez que les élèves témoignent d'une ouverture à la diversité, c'est-à-dire la compétence 1.1 à l'oral, et que vous chantez avec eux une comptine en chinois ou en arabe ou en russe, enfin dans des langues qui sont vraiment très difficiles à prononcer pour nous, et que vous ne prononcez pas bien, c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, vous montrez aux élèves qu'on peut utiliser les langues même sans les parler parfaitement. Ce qui est quand même un énorme enjeu. Parce que sinon, on se retrouve avec des jeunes, et c'est le cas souvent, en fin de parcours scolaire, qui n'osent pas utiliser les langues qu'ils ont étudiées à l'école quand ils sont dans des vrais contextes de communication, parce qu'ils ont peur de faire des fautes. Donc là, on voit que même si on ne prononce pas bien, on peut utiliser les langues. Par contre, si vous travaillez la compétence sur laquelle on est maintenant, qui est la comparaison des langues, et que vous voulez montrer aux élèves qu'il y a différents rythmes, différentes intonations, alors là, effectivement, il faut des sources audio externes et fiables. Vous voyez la différence?
Ça va? Je sais pas Oui, si oui, ça oui, répond à votre merci. question. Et vous pouvez repréciser le site Cazenave? Alors, c'est le Cazenave. Je vais peut-être le mettre dans la conversation. Attendez, je vais départager. Je vais vous le mettre dans la conversation. Oui, je viens de le mettre. Ah, tu l'as mis. Ok, merci Sophie. Et moi, je voulais dire aussi que l'année passée, pour avoir un audio plus correct avec une meilleure intonation, ben, j'ai demandé à une collègue de me faire. Je lui ai donné un livre et elle me l'a lu en audio. Et donc, j'ai passé l'audio aux élèves. Donc, ne Voilà. pas oublier qu'il y a des collègues qui peuvent nous aider aussi. Alors, il y a des collègues et il y a des élèves, c'est-à-dire que dans votre école, si vous accueillez des élèves qui parlent d'autres langues, vous avez bien évidemment les parents, mais vous avez aussi les grands de 4, 5, 6e primaire. Et pour avoir eu un témoignage d'enseignant, pour un élève de 5e primaire, pouvoir aller raconter en maternelle une histoire dans sa langue maternelle, pour lui, c'est un moment de bonheur. C'est quand même un exercice de lecture à voix haute, etc., même si c'est une autre langue. Et ça vous permet à vous d'avoir une source audio fiable et de valoriser surtout les langues des élèves. Donc, c'est vrai qu'essayer de faire un 360 degrés là, sur toutes les personnes qui sont autour de vous dans l'école pour aller rechercher les ressources. Ça va? Je repartage du coup. Il y avait aussi une autre interpellation par rapport aux manuels et aux livres pour voir s'ils étaient dans le budget gratuité. Alors, oui, livres ou les albums. Tous les albums jeunesse sont repris dans le budget Manolo. Donc, voilà. Le Manolo, ça couvre n'importe quelle littérature de jeunesse. Donc, évidemment, la littérature jeunesse plurilingue aussi. Donc, il y a des livres plurilingues, mais il y a aussi des livres comme La Chenille qui fait des trous qui ont été traduits dans 32 langues. Donc, ce livre-là, en faisant des petites recherches, moi, je me suis amusée à en commenter évidemment dans différentes langues. Donc, je vais dans Google Traduct, je traduis le titre, et puis après, j'achète les livres dans d'autres langues. Voilà, mais du coup, là, il faut bien choisir les livres que vous voulez. Mais toute la littérature jeunesse est reprise dans la gratuité. Bon. Voilà. Du coup, cette recette, quelqu'un a une idée de ce que c'est? Je peux me permettre d'intervenir? Je ne parviens pas à lever la main. Je sais pas, ça fonctionne pas sur mon ordi. Je reviens juste à ce que vous disiez par rapport au fait. En fait, moi personnellement, je trouve qu'il est vraiment important que l'enfant entende en tout cas la langue correctement parlée. Oui. Parce que c'est sûr, je suis bien d'accord avec vous qu'il y a un problème et que parfois on n'ose pas parler. Mais je trouve, bon, moi je suis en première maternelle, mais quand même je trouve que c'est important. Donc nous, on s'est dit aussi entre collègues qu'éventuellement, voilà, il y a des collègues qui sont bilingues, trilingues, qui ont une autre langue maternelle et donc on pouvait échanger dans les classes. Mais personnellement, je trouve ça vraiment indispensable qu'on entende quand même le bon son de la langue. Oui, parce que bon, mais si c'est un bonjour le matin ou une petite comptine, c'est moins grave. Oui, voilà. Oui, je suis bien d'accord parce que bon, moi je fais entendre des bonjours, voilà, par des petites musiques, etc. Et donc tout ça se fait avec les parents aussi. Mais enfin. Oui, il y a la musicalité. J'ai déjà entendu, en tout cas, j'ai suivi une autre formation qui concernait les langues et quand même, il disait, parce que bon, on entend quand même souvent parler des gens à la télévision, etc., qui ont vraiment un accent, bon, ok, ils parlent, mais l'accent réel de la langue n'y est absolument pas et donc il paraît que c'est quand même important en tout cas. Bien sûr, c'est important pour travailler l'écoute parce que ça permet aux enfants d'être ouverts à des spectres auditifs plus larges que la nôtre. Mais c'est vrai que quand on dit qu'on essaye d'avoir des personnes plurilingues, c'est presque impossible, comme le disait une experte, mais je ne peux pas vous montrer toutes les vidéos, c'est un mythe de se dire qu'on va être parfaitement bilingue et parfaitement prononcer même deux langues. Et donc, il faut quand même oser utiliser sans avoir la prononciation parfaite, mais pour apprendre le mieux possible, il faut des bonnes sources. Vous voyez? Oui, d'accord. Oui, je vois bien, pas de souci. Ça va? Oui, ça Merci. Va. Alors, cette recette, c'est une mousse au chocolat. Chocolat chaud, une mousse au chocolat.
Le Ouais, bavarois aux pommes. Ah le non. temps de préparation, 45 minutes. pour combien de personnes? 6 personnes. Voilà. Et la dernière phrase, Bon appétit. voilà. Donc je sais que c'est petit, mais donc du coup, vous voyez ce que je veux dire sur les compétences communes là qui sont en dessous de l'iceberg. Ben, en fait, vous savez que c'est une recette, il y a une photo, il y a des pictogrammes, vous avez des habitudes et hop, tout de suite vous allez émettre des hypothèses. Les élèves, c'est la même chose. Donc ils vont utiliser des compétences qu'ils ont en lecture en français pour lire un document finalement qui est écrit dans une autre langue. Ici, c'est une recette. Pardon. Ici, c'est une recette, mais j'ai un bel exemple avec la même chose pour. On faisait de la correspondance avec une autre école. Et donc, on s'envoyait des documents et à chaque fois, il y avait une petite lettre d'introduction pour expliquer tout le contenu qu'il y avait derrière. Et moi, j'affichais ça sur mon petit tableau. Et donc, à force, après la deuxième ou la troisième lettre, il y a des enfants que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, ils étaient avec leurs doigts à 3 sur la lettre et ils disaient bonjour Madame Sophie. Et alors après, ils disaient blablabla, bla, bla, comme ça. Et à la fin, ils disaient, oh, c'était toujours la même formule. Et donc, ils avaient déjà fait ça. Ils étaient occupés de lire ou de décoder, en tout cas, la date. Et je me dis, ça y est, quoi, tout est parti. Mais donc, c'est vraiment les rendre, au plus on fait ça, plus ils ont d'indices de lecture sur des modèles de texte qui leur parlent, quoi. Non, c'est vraiment ça. Du coup, c'est vrai que ça va leur donner confiance dans le fait que, bah, tiens, même si je connais pas la langue, je sais déjà qu'on me dit bonjour, qu'il y a une date, qu'il y a, voilà. Donc, ouais. La signature et compagnie. Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre? Non, j'ai entendu un micro se brancher. Oui, donc voilà, ici je disais, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'élèves qui parlent d'autres langues dans vos classes. Vous savez vite répondre là? Oui, non? Vous avez beaucoup d'enfants locuteurs d'autres langues à la maison? Ça ne réagit pas, donc on Chez va... moi, oui. Non, oui. Oui, Ok. chez moi personnellement, enfin, dans l'école, il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. Ok. Oui. Alors, on va faire un petit arrêt sur ce modèle-ci qui est toujours du même linguiste pour que vous soyez bien au clair sur le fait que quand un enfant apprend des langues, il va toujours, le niveau qu'il va avoir dans la deuxième langue dépend du niveau qu'il a dans sa langue maternelle. Donc, pour vos élèves dont la langue maternelle n'est pas le français, la langue de l'école est la langue seconde. Et votre élève, il va s'appuyer sur sa langue maternelle pour apprendre la langue de l'école. Et d'où l'importance aussi de dire aux parents que leurs langues sont une chance pour qu'ils continuent à développer cette langue maternelle. Et d'où l'importance aussi de donner à l'école une place pour cette langue maternelle pour que l'enfant ait au minimum l'occasion de faire des comparaisons entre ces deux langues-là. Elle ressemble à la langue de l'école, elle ne ressemble pas à la langue de l'école. Le petit chaperon rouge, ben, si l'enfant est italien et qu'on compare l'italien au français, il va très vite faire les liens entre les deux langues. Et donc ça, c'est vraiment quand même intéressant voilà, l'iceberg est vrai, ben, est certainement vrai parce qu'on s'appuie sur sa langue maternelle, quelle qu'elle soit évidemment. Petite parenthèse. Voilà. On va partir sur la troisième compétence qui est celle de la communication, puisqu'on dit les langues, c'est fait pour communiquer. Même quand on n'a pas la même langue, le but c'est d'oser quand même aller vers l'autre et entrer en contact. Ici, je vous invite à vous plonger quelques minutes du coup dans la page 139. Je remets mon micro là.
Voilà. Alors, je vous reprends. Page 139. Qu'est-ce que vous avez envie, comment est-ce que vous avez envie de réagir? On revient à la langue des signes dont on parlait tantôt, mais à vous la parole. Et rien pour le C'est moment. encore moi. C'est encore moi, Laurence. Vas-y, vas-y. Justement, je reviens avec l'histoire que ma collègue m'avait faite en audio. Donc, c'était sur Choupi Jardine. Donc, je leur ai fait écouter une première fois l'audio sans rien. Et donc, je leur avais demandé quels étaient les mots qu'ils avaient éventuellement reconnus, qui pouvaient ressembler à la langue française. Et puis, je le verrais. Bon, il n'y avait pas grand-chose, évidemment, mis à part Choupi et Baba, donc pour papa. Et donc, je leur avais demandé qu'est-ce qui pourrait les aider à mieux comprendre. Et donc, à ce moment-là, j'ai repassé l'audio, mais avec le livre cette fois-ci, effectivement, avec les images, ils ont mieux compris l'histoire. Voilà. Oui. Oui. C'est vraiment leur apprendre à émettre des hypothèses et à se dire, bon, ok, du coup, quand j'ai des images, enfin, c'est vraiment ce que vous voyez dans le bas de la page, dans les exemples de traces à garder. Ça, c'est un peu ce qui devrait rester dans la tête, en tout cas des élèves en fin de deuxième primaire, certainement. Donc, au fur et à mesure des années, en cycle, enfin, en spirale plutôt l'apprentissage. Ben donc, ok, je ne comprends pas les mots, donc je peux trouver. Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des pictogrammes? Est-ce qu'il y a des gestes? Est-ce qu'il y a des mimiques? Est-ce qu'il y a du bruit? Quel est le contexte? Vraiment. Et ça, vraiment, vous le voyez en dessous, ce qui permettra à l'élève de démarrer l'apprentissage d'une autre langue avec des stratégies de compréhension. C'est vraiment un élément fondamental pour les cours de langue et être confiant dans ses capacités à communiquer. Ça veut dire que du coup, ok, pas de panique, on va quand même comprendre quelque chose, quoi. Voilà, parfois j'aime pas donner des exemples de ma petite histoire, mais je travaille dans une école en immersion, et donc il y avait une filière immersion et une filière hors immersion, et les élèves parfois de 4e primaire qui n'avaient pas d'immersion, quand je leur parlais en néerlandais, ils disaient non mais nous on n'est pas en immersion, on comprend pas, mais parce qu'ils n'avaient pas cette habitude de se dire ok, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'elle fait comme geste, quel est le contexte, ah on est dans le couloir, on ne peut pas. Enfin, vous voyez le genre de démarche spontanée de compréhension que les enfants peuvent faire. Voilà. D'autres réactions? Je n'en vois pas pour le moment. Dans la conversation non plus? Non, ni main levée, ni conversation. Ok, donc ça c'est vraiment ce que je dis, c'est vraiment l'objectif. Oui, moi je me permets juste d'intervenir. En fait, chez nous à l'école, on a une initiation à la formation Sésame, qui en fait, ce sont des signes. Donc en fait, on signe des mots, etc. Et en fait, bon, c'est très proche de la langue des signes, mais c'est simplifié parce que c'est pas uniquement utilisé pour des malentendants. Donc c'est utilisé pour des enfants qui sont en difficulté de langage. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu nous expliquer ça avec les petits pictogrammes, etc. Pour quand on dit des comptines, il y a certaines comptines en fait qu'on signe en même temps. Donc en fait, on utilise ça pour quelques comptines. Alors pas toutes les comptines, mais la comptine du bonjour, par exemple. Donc on a eu cette initiation, cette formation, et on trouve que, en tout cas, puisqu'on est quand même baigné dans, on va dire que facilement plus de la moitié de la classe parle une autre langue,
Et finalement, grâce à ces signes qu'on répète tous les jours, les signes de base, on va dire, on se rend quand même compte qu'il y a des enfants qui parviennent à comprendre. Ok. Et donc, ils se rendent compte que, voilà, grâce à ça, il y a une autre manière de communiquer. Parce qu'en effet, quand j'ai 3 ans, tout ce que madame me raconte, je comprends pas grand-chose. Et donc, voilà, c'est un petit truc qu'on utilise, quoi. Ok, merci. Chouette pour le partage. Du coup, on a moins peur de mal prononcer aussi. Oui, exactement. Sésame comme sésame? Alors, oui, je pense. Attendez, ça, c'est une colle. Mais je me demande si c'est pas avec un Z. Là, je vais me renseigner. Oui. En fait, c'est une dame qui travaille dans le milieu autistique qui est venue nous expliquer ça. Et parce que notamment cette année-là, nous avions des enfants autistes en classe. Et donc, du coup, voilà, on nous a ce genre de choses. Et notamment avec ces enfants-là aussi qui ont des gros problèmes de langage, même s'ils ont le français à la maison. Eh bien, ça nous permettait aussi de communiquer. Ça complète les pictos. Ouais. Oui, exactement. Merci. Merci. Alors, faire un petit focus dans le comment mener cette compétence-là sur l'activité qu'on propose de la boîte à histoire. Je vais repartager mon écran. La boîte à histoire, c'est un dispositif qui est proposé entre autres par Dulala et qu'on vous propose. Pourquoi? Parce qu'il travaille, d'abord ça ne coûte rien, donc l'idée c'est de mettre un récit en boîte et donc de prendre une histoire, voilà, prenons là la photo, c'est la petite poule rousse, d'identifier les personnages importants et les lieux importants dans l'histoire et de choisir des objets symboliques qui vont représenter les personnages. Donc l'idée n'est pas de prendre un Playmobil poule pour faire la poule, mais plutôt 2-3 plumes oranges, quelque chose de très abstrait qui va augmenter la nécessité qu'ont les élèves d'émettre des hypothèses sur les personnages, etc. L'idée de cette boîte à histoire, c'est de l'écouter d'abord dans une autre langue et puis dans des langues étrangères. Alors pourquoi on s'arrête particulièrement sur cet outil? Parce qu'il vous permet de travailler énormément de compétences au niveau de la langue française. Et donc, voilà, tout le schéma narratif, toutes les compétences d'écoute, d'inférence. Si les plus grands réalisent eux-mêmes la boîte à histoire, eh bien, c'est aussi tout ce qui tourne autour du parler, on va dire ça comme ça, du fait de prendre la parole, etc. Donc, il y a énormément de compétences de français que vous pouvez travailler. Au niveau des langues, ça permet vraiment d'avoir une approche des langues qui est positive et qui se fait dans un climat un peu magique. La boîte à histoire, c'est tout un rituel. C'est une belle boîte qu'on emballe dans du tulle, qu'on déballe avec une petite clochette. Donc, il y a ce petit rituel qui fait que les enfants ont, dès le plus jeune âge, un rapport très positif aux langues et affectivement positif aux langues. Donc, vraiment, ici, sur le site de Dulala, ils ne vendent pas de boîte à histoire. Ils vous expliquent comment exploiter les boîtes à histoire. Vous avez des vidéos d'exemples où vous voyez les enfants qui entendent ces histoires dans différentes langues. Il y a ici, par exemple, une petite de 6 ans qui raconte la boîte à histoire dans sa langue, mais je n'ai pas partagé l'audio, mais en italien à ses copains de classe. L'enseignante ici qui témoigne. Donc, c'est vraiment un matériel qui ne vous coûte rien et qui peut vraiment être très, très porteur. Parce que vous savez que l'éveil aux langues, c'est aussi en P1, P2. Et donc là, c'est vraiment pour eux, alors l'occasion, évidemment, d'identifier l'histoire, de choisir les personnages, de s'entraîner à la raconter, de venir la raconter dans vos classes. Enfin, voilà. Donc, on fait un petit focus sur cet outil. Super et pas trop cher. Et il vous donne aussi des exemples de matériel à utiliser. Donc, voilà. Voilà, alors vous présentez, je vous l'avais dit, mais je ne suis pas retournée au bouton de départ, mais oups, on a fini le focus sur les 3 compétences et vous présentez une ressource en tout cas complémentaire. Alors cette ressource, c'est un site d'auto-formation qu'on a mis en place. Vous pouvez avoir accès à ce site simplement en m'écrivant un mail.
Si Sophie ou Dominique, une de vous peut mettre mon adresse mail dans la conversation. On vous donne un code d'accès. Pas du tout pour vérifier si les gens s'y connectent ou pas, mais pour avoir une idée du nombre d'enseignants qui ont eu accès à la plateforme. Voilà, qui demandent un accès à la plateforme. On ne le met pas sur la salle d'épreuve. Alors, hop. Ça vous permet d'aller plus loin. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Oh, vous allez un peu vite et on ne capte pas toutes les informations. D'accord. Donc, ce site, c'est un site de formation, d'auto-formation, qui est mis à votre disposition sur simple demande. Vous recevez un accès au site et un carnet de route qui vous permet simplement de prendre des notes. Personne ne va vérifier si vous faites tous les modules ou pas. C'est vraiment un outil pour vous permettre d'aller plus loin en éveil aux langues et d'avoir accès à des ressources complémentaires. Vous pouvez aussi suivre les modules en équipe. Il y a des enseignantes qui le font en concertation avec leurs collègues. 4 modules. Le premier va vous permettre de bien comprendre, j'ai envie de dire, toute l'intro, en tout cas, du programme. Tiens, finalement, voilà, pourquoi l'éveil aux langues dans notre système scolaire. Vous allez entendre il y a des vidéos d'experts qui expliquent bien ce qu'est le bilinguisme, la nécessité d'apprendre les langues, etc. Le module 2 fait le focus sur la plus-value pour les élèves. Qu'est-ce que les élèves vont gagner à faire de l'éveil aux langues? Et donc, en gros, pourquoi ça vaut la peine de vous mettre en route au niveau du développement professionnel? Parce qu'ils vont gagner au niveau du langage et au niveau citoyen. L'interdépendance entre les langues, vous voyez ici, c'est une chose dont j'ai parlé aujourd'hui, mais vous avez aussi la compétence plurilingue, une page autour des neurosciences, une page sur la diversité des langues, et la plus-value au niveau du développement citoyen. Le module 3, c'est pour vous outiller, pour ne pas que l'éveil aux langues vienne comme un poids en plus sur vos épaules et pour faire de l'éveil aux langues, pour faire de l'éveil aux langues. Le but de ce module, c'est de vous donner des pistes pour intégrer l'éveil aux langues dans tout ce que vous faites déjà. Je vous donnais l'exemple de la boîte à histoire. Eh bien, les compétences d'inférence, elles ne sont pas faciles à travailler avec les petits. Eh bien, l'éveil aux langues et le plurilinguisme, c'est une manière de venir travailler autrement cette compétence-là. Et dans ce module, vous trouvez des pistes pour intégrer l'éveil aux langues dans l'écoute, dans le parler, dans l'écrit, dans le lire, dans l'art, dans la musique et dans la citoyenneté. Voilà, donc là, à chaque fois, si on prend par exemple, dans les activités de lecture, eh bien, vous avez un Geniali dans lequel il y a des pistes. Les albums, ça, je vous les ai présentés, et encore d'autres pistes pour faire des activités à ce niveau-là. Et le 4, c'est vraiment autour du programme. Donc, tiens, moi, je voudrais aller plus loin dans le fait d'observer et comparer les langues. Vous avez le programme, mais aussi des explications et des pistes en PDF et en vidéo pour aller plus loin. Voilà, donc ça, c'est vraiment libre d'accès. C'est simplement pour vous outiller. C'est libre d'accès, mais il faut envoyer un mail pour recevoir l'accès. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est pas libre d'accès du coup. Il faut demander l'accès, c'est vrai, mais quand je dis c'est libre d'accès, c'est qu'une fois que vous avez l'accès, voilà, il faut pas, c'est pas une formation payante, c'est un truc FOSEF, c'est ouvert à toutes les écoles, quoi.